Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. L'île d'Amsterdam, caillou perdu au milieu de l'océan Indien à plus de 3000 km de toute masse continentale, fait partie des îles les plus isolées du globe. Les observations de la faune et la flore par les naturalistes sont nombreuses, les missions de préservation et de sauvegarde aussi. Mais quel est le quotidien des scientifiques et du personnel technique qui vivent pendant des mois isolés sur ce petit bout de terre ? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission sur les terres australes, dans les coulisses de l'aventure scientifique. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. Et nous recevons dans cette émission en studio Flavien Saboureau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes passionné de botanique et vous êtes passé d'une formation de jardinier botaniste à Besançon à 1 an et demi de mission scientifique sur l'île d'Amsterdam, perdue au milieu de l'océan Indien. On va en parler ensemble pendant 1 heure. Et nous discuterons aussi de la vie quotidienne des scientifiques, mais également de la faune, de la flore ou encore de la prolifération des espèces invasives qui sont sur ce petit bout de terre, même isolé tout là-bas. Dans sa chronique, Aurore nous parlera de la particularité de l'évolution des espèces sur les îles isolées. Vous entendrez dans cette chronique les mots Darwin, éléphant nain et rat géant, c'est dire. Et nous entendrons également une pastille sonore de Elliot Chaumont, médecin sur les îles Kerguelen et ancien bénévole du Labo des Savoirs. Il a échangé avec Juliane Lazare, ingénieur écologue, sur le bagage à grande échelle des poussins de pétrel à menton blanc sur l'île Haute. Voilà, j'espère que vous comprendrez en écoutant le reportage. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Flavien Saboureau, vous avez donc passé 15 mois sur l'île d'Amsterdam au milieu de l'océan Indien à plus de 3000 km des continents. C'est une île qui fait partie de la réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises, donc les TAF, je crois, si je ne m'abuse. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019. C'est Magellan qui l'a découvert en 1522. Vous l'avez découvert comment, cette île ? Eh bien, je l'ai découvert en bateau aussi, mais dans un bateau en ferraille et pas en bois. J'ai eu vent via les réseaux sociaux de cette opportunité de pouvoir aller vivre 1 an et demi sur cette île. Et donc, j'ai postulé et après de longues péripéties, je suis arrivé là-bas en août 2021. Alors, c'est quoi les péripéties ? J'imagine qu'on ne prend pas n'importe qui pour aller 1 an et demi isolé sur une île au milieu de l'océan. Est-ce qu'il y a des tests psychomoteurs, des examens médicaux ? Ça se passe comment ? Voilà. Et ben, il y a un premier, déjà, il y a 2 entretiens d'embauche, entre guillemets. Donc, c'est des services civiques, donc c'est pas des CDD ou des CDI. Et ensuite, on passe donc une journée de tests médicaux et psychologiques à Paris. Donc, voilà, on est vu par plusieurs médecins, on a des radios, voilà, pas mal de tests. Et puis, par la suite, 3 heures de tests psychologiques avec un psychologue et quelques tests sur papier. Ah oui, 3 heures, il faut être en forme dans sa tête pour être sûr de partir. Voilà. Après, il y a le voyage, j'imagine. Alors là, c'est quoi? C'est train, bateau, avion? Ça se passe comment? Alors, c'est un peu tout. C'est pas décarboné. Donc, il y a les 10 à 11 heures d'avion pour rejoindre La Réunion. Donc, La Réunion, c'est le camp de base, entre guillemets, pour rejoindre les terres australes françaises. Le siège des terres australes françaises, de la préfecture des terres australes est à Saint-Pierre, à La Réunion. Et donc, après ces nombreuses heures d'avion, moi, à l'époque, c'était le Covid. Donc, Oui. j'ai réalisé 15 jours de confinement dans un hôtel avant de pouvoir partir. Parce que ces territoires ont été exempts de Covid durant toute la pandémie. Donc, il fallait le garder. Donc, ça a permis pendant 1 an et demi de ne pas avoir le masque. Donc, c'était quand même pas mal. Et puis, suite à ces 15 jours d'hôtel, on est parti pour 19 jours de bateau jusqu'à l'île d'Amsterdam. Il ne faut pas avoir le mal de mer, effectivement. Eh bien, effectivement, et on ne sait pas vraiment, on est beaucoup de jeunes qui ne savent pas s'ils ont le mal de mer ou pas, donc c'est un peu la surprise. Donc, au premier repas le soir, on sait déjà qui va tenir. Voilà, qui sera là pendant 10 jours ou pas. Et le bateau, c'est pas n'importe lequel, c'est le navire océanique Marion Dufresne, et c'est celui qui ravitaille l'île d'Amsterdam 4 fois par an, c'est ça? Donc, vous profitez d'un voyage de ravitaillement, en fait, pour y aller. C'est ça, en fait, on ravitaille, donc c'est 19 jours, mais c'est pas 19 jours de pleine mer.
Dans le tout, on doit être à 9 ou 10 jours de pleine mer. C'est qu'on fait des stops sur les autres îles, que sont Crozet et Kerguelen, où il y a deux autres bases scientifiques, où du coup on ravitaille le personnel. Et puis en même temps, on descend et remonte ceux qui finissent leur mission. Ah oui, Voilà, donc c'est vraiment une espèce de taxi des mers qui c'est ça, s'arrête à chaque fois, qui descend la nourriture, les outils scientifiques, etc. et qui récupère les gens qui repartent. exactement. Exactement. Et donc ce bateau-là, il fait ça donc 4 fois par an. Donc en général, c'est début avril, fin août, fin novembre et fin décembre. Donc il y a un laps de 1 mois en été, donc l'été austral qui est en décembre chez nous. Et là où il y a pas mal de scientifiques qui peuvent descendre et du coup on est plus sur les bases. Et voilà. Donc il y a des scientifiques qui ne viennent que l'été Voilà. et d'autres qui restent à l'année, c'est ça? Voilà. À l'année, donc sur Amsterdam, on est entre 25 et 30 personnes généralement. Donc ce qu'on appelle pendant l'hivernage. Donc l'hivernage, c'est la période hivernale où il y a moins de bateaux qui passent et on voit moins de monde. Et puis il y a ce qu'on appelle la campagne d'été, qui est généralement de fin novembre à début janvier, quoi, où voilà, des scientifiques peuvent venir pour des missions plus courtes. Et là, ça monte à 40 personnes ou... Voilà, c'est ça, ça peut monter à 40 personnes. Sur Amsterdam, hein. D'accord. Sur Kerguelen et sur les autres îles, ça peut être plus. Donc là, vous êtes à bord du bateau, vous arrivez, vous découvrez l'île pour la première fois, vous débarquez, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est surprenant? C'est une petite ville, un village, 3 bâtiments? Ah oui, c'est une toute petite base scientifique. Donc déjà, l'île n'est pas grande, hein. L'île fait 50 km², un peu plus, donc 10 km par 7, si on prend les extrêmes. Et, donc c'est une île volcanique, donc c'est un cône au milieu de l'océan. Moi, je suis arrivé de nuit, j'ai pas eu cette occasion-là, mais je l'ai vu plus tard. J'ai eu l'occasion de m'éloigner une fois de l'île et de la voir. Mais ouais, c'est une toute petite base, il y a une dizaine de bâtiments, donc tout ce qu'il faut, hein, c'est une mini-ville. Et donc là, on rencontre ceux avec qui on va vivre pendant des mois et des mois. Donc c'est assez prenant. J'imagine que quand vous débarquez, comme vous venez quand même du continent et que c'est une île avec un écosystème assez particulier, il y a peut-être, vous n'arrivez pas avec vos baskets sales, quoi. Il y a peut-être une procédure à suivre. Voilà, exactement. Et ben déjà, avant de partir, on n'arrive pas juste avec notre valise parce qu'il faut quand même qu'on vive pendant 1 an et demi. Donc on envoie des malles. On a le droit à 2 malles à envoyer quelques mois auparavant. Et donc déjà, à ce moment-là, eh bien, il faut passer tous ces vêtements à l'aspirateur, enlever toutes les petites graines qui traînent dans un sac, dans les semelles. Voilà, tout doit être nickel avant de partir. Et puis bien sûr, avant d'arriver, eh bien, on passe à ce qu'on appelle la biosécurité. Donc il y a carrément une pièce dans le bateau qui est dédiée à ça, où on aspire tous nos vêtements, on désinfecte les bottes, les chaussures, voilà, pour amener une espèce exotique sur les îles. Donc vous arrivez avec des vêtements et des chaussures nickel, une douche a priori pour que tout soit nickel aussi, pour amener le moins de choses possible, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et actuellement, ça porte ses fruits, même si à l'époque, bien sûr, il y a eu de nombreuses espèces qui ont pu être amenées. Ah oui, on va en reparler de ces fameuses espèces qui ont été amenées alors qu'elles n'avaient pas leur place forcément dessus. Donc là, ça y est, vous êtes arrivés, vous êtes décontaminés, vous rencontrez les gens avec qui vous allez passer 15 mois ou un peu moins selon les allers-retours du bateau. Il y a des scientifiques, mais pas que. Et pas que. Donc effectivement, on est à peu près un tiers de scientifiques, on va dire. Donc c'est les jeunes qui ont en général, bon, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais qui ont moins de 30 ans dans la plupart du temps. Et puis vous avez les militaires. Donc il y a 8 militaires sur l'île. Et puis, mais qui sont pas forcément dans leur prérogatives habituelles. Voilà, ils sont détachés. Et puis vous avez ce qu'on appelle un peu les contractuels, et puis les cuisiniers, voilà, toutes les personnes sans qui tout ça ne serait pas possible, quoi. Donc cuisinier, électricien, médecin. Voilà, menuisier. Alors le médecin, mon année c'était là, médecin, elle faisait partie des militaires. Voilà. C'est une médecin militaire chaque année. Est-ce que c'est des gens aussi qui restent plusieurs années ou qui sont renouvelés régulièrement? Alors non, il n'y a aucun habitant permanent sur l'île. Donc le maximum qu'on a le droit, c'est 18 mois. Et donc voilà, pas d'habitants permanents, c'est pour ça qu'on dit que c'est une île inhabitée. Et donc voilà, non, chacun se relaie. Les militaires restent 1 an, généralement. Et les contractuels, voilà, les cuisiniers restent en général 8 mois. Les contractuels, les menuisiers de ça, c'est 6 mois. Voilà. Est-ce que c'est pour permettre à tout le monde d'avoir cette chance de vivre cette aventure ou est-ce que c'est juste une espèce de règle pour pas devenir fou sur une île Ouais, isolée? je pense qu'il y a un peu de tout, mais c'est surtout d'un point de vue psychologique, de pouvoir revenir à la vie normale par la suite. Et puis sûrement pour donner sa chance à tout le monde, oui. Donc vous arrivez parce que vous avez une mission, notamment avec une histoire de plantes. On va en reparler en deuxième partie d'émission. Mais vous ne faites pas que ça. Au téléphone, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit cette anecdote que j'ai trouvée géniale. Vous vous entraîniez toutes les semaines à faire des opérations chirurgicales? Effectivement, sur l'île, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de médecin. Enfin, il y a un médecin, mais
en cas d'opération, c'est pas suffisant. Donc effectivement, on s'entraîne un peu tout le temps. Voilà, au meilleur des cas, une fois par semaine, on s'entraînait à soigner un peu tout. Alors soigner aussi bien des blessures sur le terrain ou quand il n'y a pas de médecin, ou alors assister le médecin lors de possibles opérations. Ce qui n'a pas été le cas mon année, mais ce qui a été le cas l'année précédente et l'année qui a suivi. Donc voilà, c'est très important. Et puis après, il y a les astreintes pompiers. Donc effectivement, 1 semaine sur 3, j'avais pas le droit de sortir de la base parce que j'étais d'astreinte. Voilà, on s'entraînait, c'est bien de la lance à eau, à sortir des gens de la fumée. Enfin voilà, Ah oui, ça. donc tout le monde a son rôle à jouer et d'astreinte à des gardes, on va dire, C'est pour ça, assurer la sécurité c'est ça, du reste de l'équipe. c'est ça, exactement. On a parlé de cuisinier tout à l'heure et j'ai une question qui m'est venue entre-temps. Est-ce que vous mangez des choses qu'il y a sur place ou c'est que des produits qui sont apportés par le bateau? Alors, c'est beaucoup de produits importés, hein. On est dépendant. On est on est la seule île des Taf où on a le droit de pêcher en mer. Donc, on peut pêcher un peu de poisson. Il y a ce qu'on appelle le bleu. Il y a beaucoup de langoustes. Je ne sais pas si on reparlera de la langouste, mais c'est une emblématique qu'on mange pratiquement toutes les semaines. Donc, à la fin, on en a même un peu marre. Maintenant, je dirais pas non de remanger. Sinon, c'est beaucoup de surgelés. Donc, on a des gros congélateurs. Et donc, se pose la question des jardins. Parce que sur Amsterdam, il est toujours possible de cultiver des plantes, même si c'est un peu compliqué. Alors, il y a eu beaucoup de jardins historiquement sur l'île, et donc ce qui a ramené pas mal d'espèces invasives qui maintenant se dispersent. Mais on avait encore un petit jardin, on pouvait cultiver quelques salades. Alors, les tomates, on avait du mal à ce que ça mûrisse. Enfin, voilà, c'était compliqué. Et puis, se pose la question éthique de ramener des espèces exotiques sur une réserve naturelle. Donc, plus ça va, moins il y aura d'espèces cultivées sur les îles et plus on va être dépendant. Alors, c'est un peu à contre-temps de ce qu'on essaye de faire actuellement, mais sur des îles comme ça, c'est pas possible de ramener des centaines de mètres carrés de serre chauffée, etc. Est-ce que sinon on mange bien quand même? Et ben on mange bien. Ouais. On mange bien et c'est souvent des cuisiniers réunionnais. Donc, Ah, génial. et donc on mange souvent réunionnais, on découvre un peu une autre cuisine. C'est vraiment pas mal. Alors on va parler un petit peu de ce pourquoi vous êtes venu, puisque vous avez quand même du boulot à faire pendant 1 an et demi. Mais avant, on écoute Aurore, qui est bénévole au Labo des Savoirs. Aurore, tu t'es penchée sur la particularité de l'évolution du vivant sur ces fameuses îles. L'évolution, c'est mon dada, alors dès que je peux en parler, je saute sur l'occasion. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution sur les îles. Parce que oui, sur les îles, il s'en passe des choses. Pour vous faire une analogie, si l'évolution était un jeu de société, sur les îles, on joue bien avec les mêmes règles, mais en changeant le plateau et les pions. Le plateau de ce jeu, c'est l'île elle-même. Il s'agit d'une zone qui est délimitée par une barrière géographique qui limite les contacts avec le monde extérieur, comme une île entourée d'eau. Mais par exemple, les sommets des montagnes qui sont séparés les uns des autres peuvent être considérés comme des îles d'un point de vue écologique. Mais bon, on va revenir aux îles océaniques pour cette chronique. Maintenant, si on regarde les pions de notre grand jeu, c'est-à-dire les espèces animales et végétales, eh bien, il faut déjà qu'elles arrivent sur l'île. Donc soit en nageant, en se faisant transporter par le vent ou le courant, ou encore accrochées à quelque chose qui flotte. Plus l'île est éloignée d'un continent, plus ce sera difficile de l'atteindre. Ça explique que sur des îles très éloignées de tout continent, il puisse y avoir une diversité réduite. Une fois que nos espèces sont arrivées, il va falloir survivre et se reproduire. Pour les plantes, c'est un peu plus simple parce que beaucoup d'entre elles peuvent se reproduire par elles-mêmes, par différents types de reproduction asexuée ou encore en s'auto-fécondant. Pour les animaux, c'est une autre paire de manches. Déjà, il faut espérer qu'un autre membre de sa propre espèce ait échoué sur la même île. Dans tous les cas, animal ou végétal, on va se retrouver avec un nombre d'individus faibles et un pool génétique d'autant réduit. Lors de la reproduction sexuée, la transmission des caractères comporte une grande part de hasard. Cette différence aléatoire d'une génération à une autre est ce qu'on appelle la dérive génétique. C'est un phénomène qui est d'autant plus marqué que la population est constituée d'un faible nombre d'individus. Et c'est aussi ce qui va provoquer l'apparition de nouvelles espèces et une évolution qui sera accélérée entre guillemets. Lorsque des espèces arrivent pour coloniser une île vierge, les possibilités évolutives sont énormes parce que plein de niches écologiques sont vides et prêtes à être remplies par de nouvelles espèces par le biais de la sélection naturelle. Ces îles, elles sont aussi caractérisées par leurs conditions environnementales, physiques, climatiques, et ça peut être très contraignant. C'est une pression environnementale qui peut également influencer l'évolution. En termes d'évolution, on observe également des phénomènes un peu chelous, comme du nanisme ou du gigantisme. Par exemple, saviez-vous qu'il y avait eu plusieurs espèces d'éléphants nains sur des îles en Méditerranée il y a environ 11 000 ans ? Les plus petits faisaient la taille d'un cochon. Le nanisme pourrait être lié à l'absence de ressources suffisantes pour nourrir des grands animaux, ou encore à l'absence de prédateurs, ce qui enlève la pression de devoir être gros pour pouvoir se défendre. Chez les petits animaux comme les rongeurs, la tendance est plutôt au gigantisme.
on dénombre de nombreuses espèces de rongeurs de taille inhabituelle, comme par exemple le rat géant de Tenerife, lui aussi éteint aujourd'hui. Le gigantisme pourrait lui aussi être expliqué par l'absence de prédateurs, pas besoin d'être petit pour se cacher et leur échapper. La discipline qui étudie la distribution des êtres vivants en fonction de où elles habitent s'appelle la biogéographie. Alors j'ai envie de vous parler un petit peu du père fondateur de cette discipline, l'explorateur britannique Alfred Russel Wallace. Il était naturaliste, géographe, anthropologue et biologiste. C'est le premier à avoir proposé une théorie sur la sélection naturelle, ce qui a incité Charles Darwin à publier sa propre théorie plus tôt que prévu. Et il est ainsi considéré comme le co-découvreur de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. C'est en explorant l'Indonésie qu'il a élaboré ses théories sur l'évolution et a eu l'idée de la sélection naturelle. Il a observé pendant des années la répartition des espèces sur ces îles qui forment un chapelet entre l'Asie et l'Australie. Il a observé que les îles les plus proches de l'Asie ont été colonisées par des espèces animales et végétales d'origine asiatique, logique, qui sont passées d'île en île. Les îles les plus proches de l'Australie ont quant à elles été colonisées par des espèces d'origine australienne de la même manière. Sauf qu'au milieu de cet archipel, on se retrouve avec deux îles très proches, mais dont les espèces animales et végétales n'ont rien à voir. Une qui dérive de l'Asie et l'autre de l'Australie. C'est ce qu'on appelle la ligne Wallace, une frontière biogéographique qui sépare deux grandes écozones. Je conclurai en vous disant également qu'il s'agit d'un des premiers grands scientifiques à s'inquiéter des conséquences de l'activité humaine sur l'environnement. Dès 1878, il avertissait déjà des dangers de la déforestation et de l'érosion du sol. Merci beaucoup Aurore pour cette chronique. Flavien Saboureau, si on prend l'exemple de l'île d'Amsterdam, j'imagine que la faune et la flore est assez unique puisqu'on est isolé de tout. Alors comment ils sont arrivés là ? Et oui, exactement. Et il y a pas mal d'exemples qui coïncident avec ce que vient de dire Aurore. Ouais. Et par exemple, on a un papillon qui ne ressemble pas du tout à un papillon, qui ne vit que sur les tourbières d'altitude, qui a perdu la faculté de voler à cause de pas mal de causes. Il y a le vent qui est assez fort, et donc au milieu de l'océan, avoir des ailes, c'est pas une bonne idée, on se fait emporter. Il y a l'absence de prédateurs, donc, voilà, qui incite à ne pas voler. Et puis, il y a d'autres facteurs comme des ressources abondantes qui fait que les femelles et les mâles sont rapprochés. Il n'y a pas besoin de s'en aller très loin pour aller les chercher. Voilà, il y a pas mal de facteurs. Donc c'est un papillon qui ne vole pas ? Ouais. Et il fait quelle taille ? Et il n'est pas très gros. En fait, vous prenez un papillon et vous lui enlevez les ailes. Et en fait, il a des ailes totalement réduites qui font quelques millimètres. Et voilà, il marche par terre comme une araignée. Ah, c'est marrant. J'ai du mal à imaginer, mais ouais, c'est comme une espèce de, un peu une araignée avec des petites ailes sur le dos, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un phénomène qui est bien connu des îles subantarctiques, donc des îles qui entourent l'Antarctique. Donc pratiquement toutes les îles ont un représentant. Donc voilà, Amsterdam en a un, Kerguelen, il y en a plusieurs. Voilà. C'est aussi bien chez les papillons que chez les mouches. Voilà, c'est assez marrant. Alors vous n'êtes pas forcément spécialiste des animaux, mais plus des plantes, et vous êtes venu pour sauvegarder une plante qui s'appelle, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Filica arborea. Alors est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu, qu'on sache à qui on a affaire ? Exactement. Et le Filica, c'est un petit arbre qui fait en moyenne 4 mètres de hauteur. Voilà, c'est un grand arbuste. C'est de la famille des rhamnacées. Donc chez nous, on connaît le nerf brun qu'il y a dans les haies. Voilà, ça ressemble pas beaucoup, juste la fleur qui ressemble. Sinon, ça ressemble pas à grand-chose qu'on connaît. Si vous voulez en voir à Nantes, à l'époque, il y en avait au jardin botanique. Je ne sais plus s'il y en a encore actuellement. Mais voilà, c'est un arbre qui n'existe que sur 2 îles dans le monde. Donc sur l'île de Tristan da Cunha, l'archipel de Tristan da Cunha, et l'île d'Amsterdam. C'est 2 îles qui ont énormément de points communs ensemble, aussi bien chez la faune que chez la flore. Et c'est un genre qui s'est diversifié en Afrique du Sud. Donc il y a plus de 140 espèces en Afrique du Sud. Et puis il y a quelques espèces qui ont arrivé à aller sur certaines îles qui l'entourent, comme la Réunion, enfin les Mascareignes, l'île Sainte-Hélène, voilà. Et puis cet arbre, sur Amsterdam, il était, selon le récit des premiers explorateurs, il était réparti sur toute une bande latérale, tout autour de l'île. Et puis, avec différentes causes, par exemple le prélèvement de bois par les marins, les nombreux incendies, les bovins qui ont pu être introduits sur l'île au 19e siècle, et ces boisements ont fortement réduit. Et en 1988, il n'en restait qu'un boisement de quelques hectares. Voilà. Et depuis, donc le Muséum d'histoire naturelle de Paris avait repris en main la réintroduction à la fin du XXe siècle. Et depuis une dizaine d'années, maintenant, c'est la Réserve naturelle des terres australes françaises qui a repris la main là-dessus. Et donc chaque année, un VSC est détaché pendant un an à sa réintroduction, enfin à son renforcement de population. Donc c'était votre grand rôle d'essayer de renforcer un petit peu cette population. Exactement. Là, il n'y a plus de bovins sur l'île ? Il n'y en a plus de bovins depuis 2010.
D'accord. Donc il n'y a plus trop de risques. Enfin, il y a un des risques d'extinction de l'espèce qui s'est enlevé, on va dire. Voilà, l'autre problème actuellement, c'est le rat, enfin les rongeurs. Mais c'est marrant parce qu'actuellement, depuis quelques semaines, ils sont en train de faire l'éradication des rongeurs sur l'île Amsterdam. Donc c'est un gros projet, on aura sûrement l'occasion d'en reparler à la fin. Alors, vous, du coup, votre rôle, c'est quoi? C'est d'arriver avec des plans ou de prendre des plans sur place, de les chouchouter, de les mettre en serre? Comment ça se passe? C'est un peu ça. Alors on ramène rien de l'extérieur, hein. Tout est produit sur place. Donc on va ramasser des graines, donc ça c'est une des premières étapes. Ensuite, eh bien, on les ramène, on les sèche, on les sème. Alors on les sème, c'est un grand mot. En fait, on avait un petit laboratoire dans lequel on mettait des petites coupelles dans lesquelles on mettait un papier pour imbiber l'eau et on laissait les graines là-dessus pendant 30 jours jusqu'à temps qu'elles germent. Donc ça germait au bout d'une dizaine de jours et donc il fallait surveiller tous les jours qu'il n'y ait pas des champignons ou autres qui allaient dessus. Et puis ensuite, on les emmenait, donc on les plantait dans des petits pots, ensuite dans des pots un peu plus grands et puis Les dans des petits grands pots. semis classiques. Voilà, c'est ça. Et puis bien sûr, après, il y a toutes les tâches d'arrosage, de désherbage. Voilà, il fallait s'occuper de la pépinière. Et en fait, c'est des arbres, ça pousse pas vite. Donc les arbres que j'ai plantés, c'est des arbres qui avaient été produits il y a 3 ans. Et donc dans maintenant 1 ou 2 ans, mon successeur ou ma successeuse plantera les plants que j'ai produits. Voilà, Et alors, vous les plantez où? Sur la zone où ils étaient à la base, la fameuse bande, là? Voilà, alors c'est des milieux qui ont bien été dégradés, donc on a du mal à retrouver les milieux d'origine. Mais voilà, on essaye de planter à pas mal d'endroits, on essaye de diversifier les spots, s'il y a jamais eu un autre incendie pour que l'espèce soit résiliente. Mais voilà, donc chaque année on en plante, alors moi mon année j'en ai planté 1047, on en plante en général 1000 individus par an, mais il y a pas mal de pertes avec les rongeurs. Donc, J'ai vu dans un article que vous faisiez des repérages et que vous marchiez avec des raquettes pour ne pas ouais. piétiner les zones. Alors oui, ces îles-là, donc c'est pas du tout habitué au piétinement, il n'y a jamais eu de grands mammifères, voilà, les îles océaniques sont bien isolées. Donc on fait attention parce que sinon il y a beaucoup de ce qu'on appelle des souilles qui se forment quand on marche toujours au même endroit sur des milieux plus ou moins tourbeux, humides. Donc sur tous les milieux tourbeux de l'île, un peu à basse altitude, mais surtout à haute altitude, on marche avec des raquettes. Donc vous arrivez avec vos raquettes sur des tourbes, donc des zones humides, et là Ouais. vous avez vos arbres dans votre sac et vous dites allez, on va en planter 3 ici et 4 là. Exactement. Donc moi finalement j'avais pas planté beaucoup parce que donc il y avait ce qu'on appelait des manipeurs qui venaient m'aider. Donc voilà, en fait on s'aide sur la base. Moi je vais aider des ornithologues pour les oiseaux et puis les ornithologues viennent m'aider aux plantations. Et donc je disais aux gens faut en planter tant ici, tant ici. Voilà, on essayait de faire des tâches à peu près naturelles, de relier de faire des relais entre les boisements. D'un point de vue génétique, il y a du brassage. Voilà, il y a pas mal de paramètres auxquels penser. On continue de parler de faune, de flore et d'aventures scientifiques en terre australe juste après cette petite pause musicale. La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. C'était Iceland Man de Amar Nos Aora. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Flavien Saboureau, botaniste de retour de mission en terre australe. Juste avant la pause musicale, on a commencé à parler de vos missions, notamment sur la sauvegarde de l'espèce Filica arborea. C'est bon, j'ai réussi à le dire. Il faut dire que l'île d'Amsterdam, c'est quand même une île avec un écosystème assez particulier, notamment une météo qui est particulière, puisque, vous l'avez dit, c'est une île volcanique et donc ça fonctionne par étage, c'est différent en fonction de l'altitude à laquelle on est? Voilà, ouais, c'est très dépendant. Donc on est sur des latitudes qui sont étonnamment similaires à l'Andalousie, si on rapporte à l'hémisphère nord. Donc on D'accord. pourrait croire qu'il fait très chaud, donc il fait moins froid que sur le Kerguelen et le Crozet, qui sont les autres îles d'Étaphe. Mais selon l'altitude, il peut faire froid. Donc à basse altitude, on est sur un climat dit tempéré ou subtropical, plutôt subtropical en général, donc 14 degrés de moyenne, et 1000 mm de précipitation. Ah oui, Donc, ça pleut beaucoup. ouais, il pleut un peu plus que ici. Quoique à Nantes, on n'est pas très loin des 1000 mm. Et puis en altitude, au sommet, donc il y a une station météo qui a été mise il y a quelques décennies et il tombait donc 2 fois plus de pluie et les températures étaient 2 fois moins importantes, donc une moyenne de 7 degrés à peu près. Donc il pleut plus, mais il fait plus froid. Voilà, c'est ça. Et j'ai cru comprendre que le mois de février est le mois le plus chaud, alors que le mois d'août est le mois le plus froid. Voilà, c'est l'inverse. Hémisphère sud, hein, tout est inversé. Donc ouais, le mois de février est le plus chaud et le plus sec. Et puis le mois d'août, peut-être pas le plus humide, mais le plus froid. Ouais, exactement.
Et tout à l'heure, vous avez parlé d'un papillon qui n'a pas d'ailes parce qu'il y a trop de vent. C'est des bourrasques, enfin, c'est des vents très violents ou... Ouais, en hiver, ça peut être très violent en altitude. À basse altitude aussi, on a régulièrement des tempêtes. Bon, c'est pas non plus. Ouais, on a régulièrement des vents à plus de 100 km/h, hein. C'est bien plus venteux qu'ici, et que même la pointe bretonne, mais pour certaines îles subantarctiques, il y a pire. Mais là-haut, en altitude, il est pas rare qu'on ait dû rebrousser chemin parce que près du sommet, il y avait trop de vent et on pouvait plus avancer, quoi. C'est pas rare. Et donc j'imagine que ces différents milieux conditionnent aussi les espèces qui sont présentes. Et bien évidemment, c'est vraiment dépendant. Donc, les plantes ne sont pas du tout les mêmes à basse altitude qu'à haute altitude. Est-ce qu'il y a des plantes qui n'existent que sur cette île? Et oui, il y en a quelques-unes. Alors, c'est une île quand même assez récente d'un point de vue géologique. C'est une île qui a un peu plus de 600 000 ans. Donc, les espèces n'ont pas encore eu trop le temps de diverger, donc de créer de nouvelles espèces, mais on en recense quand même 8 espèces endémiques. Alors, ce que j'ai pas notifié, c'est qu'il y a l'île Amsterdam, et puis 90 km en dessous, il y a l'île Saint-Paul, qui est une petite île qui fait 8 km², si je ne me trompe pas. Oui, c'est petit. C'est petit. Et donc, en général, les plantes sont les mêmes sur ces deux îles, sauf en altitude. Et donc, on recense 8 plantes endémiques sur ces deux îles, qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Donc c'est ces plantes spécifiques aux deux îles qui donc ont dérivé de graines ou qui sont arrivées du continent et qui ont créé une espèce à part entière, c'est ça? Et oui, exactement. Alors, il n'y a que 38 espèces natives de plantes sur l'île. Donc, c'est assez peu, mais en même temps, il y a 3300 km d'écart avec l'Afrique du Sud, 3200 avec l'Australie et 3100 avec l'Antarctique. Donc, c'est assez compliqué. Donc elles ont pour les beaucoup graines, voyagé. voilà. Ouais. Et puis, il y a une étude qui a été faite sur le filica, donc on a parlé juste avant, qui serait arrivé il y a 500 000 ans via les oiseaux. Donc, on suppose, donc il est arrivé de l'île de Gough, l'île Tristan da Cunha, dans l'Atlantique, donc à 7500 km de là. Et donc, on ne sait pas exactement si les graines sont arrivées via le gosier des pétrels ou des albatros ou via les plumes, le plumage. Mais bon, ça paraît assez peu probable qu'il y ait la graine qui fait quand même pratiquement 1 centimètre de diamètre fasse 7000 km dans l'implumage. Donc voilà, c'est une échelle qui nous dépasse un peu ces îles océaniques. Et donc vous étudiez particulièrement les plantes, mais il y avait d'autres scientifiques avec vous qui, eux, étudient plutôt les oiseaux ou les animaux. Enfin, c'est quoi les espèces qu'on peut étudier sur place? Ouais, alors oui, il y a les mammifères. Donc il y a le seul mammifère terrestre, enfin non, c'est un mammifère marin, pardon, mais qui est sur le terre, c'est l'otarie. L'otarie à fourrure, il y a plus de 100 000 individus sur l'île, c'est assez incroyable. Il y a plus de 20 000 naissances par an. D'ailleurs, sur base, on retrouve souvent des jeunes otaries qui remontent. On ouvre notre chambre le matin, on voit une petite otarie. C'est trop mignon. C'est pas rare. Et puis, il y a les oiseaux surtout, hein, les albatros, qui sont un peu ces oiseaux mythiques des mers du Sud. Donc, il y a 3 espèces sur l'île et qui sont étudiées. D'ailleurs, il y a un albatros, l'albatros Amsterdam, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, et dont il reste qu'une centaine de couples reproducteurs. Donc il y a aussi des espèces endémiques d'oiseaux. Ouais, chez la faune. Exactement. Tout à l'heure, on parlait de vous avec votre petit sac de plantes qui va replanter du Filica arborea et qui était aidé par des ornithologues. Donc, est-ce que parfois vous suivez les ornithologues pour baguer des oiseaux ou faire des prises de sang? Voilà, exactement. Donc, il y avait plusieurs ornithologues sur l'île. Il y en avait au moins 3 en hiver. Et donc, voilà, on a pu baguer, on a pu faire des suivis épidémiologiques sur les albatros. Donc voilà, faire des prises de sang, on a pu attraper des manchots, et voilà, parce qu'ils ont une maladie qui s'appelle le choléra aviaire et le rouget du porc, mais voilà, ça c'est une maladie moindre. Et en fait, les rats, donc, quand en général, ils grignotent les jeunes poussins, et s'ils ne les tuent pas, en fait, ils propagent les maladies. Donc voilà, il y a des études qui sont faites pour savoir si on pouvait faire un vaccin. Voilà. C'est des études qui sont menées par l'Institut Paul-Émile Victor, l'Institut polaire français. Donc en fait, les scientifiques qui sont présents ne sont pas là en explorateurs pour faire un petit peu la liste des espèces qu'on ne connaît pas. C'est vraiment une mission de sauvegarde et de préservation. Voilà, il y a un peu de tout. Et donc à la réserve naturelle, on avait aussi bien des missions de connaissances, d'amélioration des connaissances, que des améliorations d'amélioration de restauration écologique, ou voilà, de arracher les espèces exotiques, voilà, replantation. Voilà, il y a un peu toutes les missions. On va en parler des espèces exotiques parce que là, on parle des rats un petit peu en fil rouge depuis tout à l'heure. Et on a parlé plutôt d'éventuelles espèces qui viendraient de jardins et qui après coloniseraient l'île. Donc même à 3000 km d'une masse continentale, on a quand même des espèces qui ne viennent pas de là et qui prennent la place des espèces locales, c'est ça? C'est ça. Et c'était... voilà. En général, c'est les rongeurs qui sont connus sur ces îles-là. Et ils sont arrivés à l'époque via les explorateurs, les bateaux. Voilà. Et puis à l'époque, il y avait aussi certains explorateurs certains navigateurs
qui ramenaient des gardes-manger, quoi. Donc, ils ramenaient des lapins, voilà. Et donc, il y a une... Ah oui, des gardes-manger vivants. Voilà. Et aussi bien... enfin, vivants, oui, pour les plantes aussi. Ils avaient ramené du chou, voilà, des plantes comme ça, pour lutter contre le scorbut aussi, qui était la fameuse maladie des navigateurs. Et donc, ces rats étaient ramenés. Et puis, il y a le fameux... la petite anecdote qui est sympa, c'est que les lapins, dans un bateau, on n'a pas le droit de le dire. On doit dire BLO, bête à longues oreilles. Parce qu'à l'époque, ça portait malheur, parce qu'il y a pas mal de lapins qui ont rongé les bateaux en bois et qui ont fait... voilà, il y a beaucoup de morts chez les navigateurs. À cause de leurs lapins qui voulaient manger. Voilà. Donc, ces lapins, ils se retrouvent sur des îles. Alors là, on parle plus des rats, il n'y a pas trop de lapins. Alors, sur Amsterdam, il n'y a plus de lapins. Il y avait des chats, et ma mission a été la dernière à en voir. Voilà, il y avait des missions de régulation des chats, parce que bien sûr, ils mangeaient du coup tous les jeunes pétrels dans les terriers. Les pétrels, dont des oiseaux. Ouais, les pétrels, c'est des oiseaux qui sont dits hypogées, c'est-à-dire qui nichent sous la terre. Sous la terre? Ouais, c'est des oiseaux en terrier, quoi. Ah oui, donc pour les chats, c'est aussi un et pour les petit rats, jeu, voilà, quoi. tous les mammifères terrestres, c'est Donc, catastrophique. il y a eu des bovins, il y en a plus. Il y a eu des chats, il y en a plus. Il y a eu des rats, il y en a encore. Ouais, et les alors rats, ils prolifèrent. les chats, ça reste à... Alors, une année, il n'y en avait plus, là, ils sont quand même ils continuent de regarder pour être sûr que ce ne soit pas le cas, mais voilà, Ah oui, en on n'en voit plus du tout. surveillance. Il n'y a plus de traces, il y a plus... Et voilà, il reste souris domestiques et rats sur mulot. Voilà, Sur mulot. Ouais, c'est une espèce de rat. Il y a plusieurs espèces de rats. Donc là, il y a souris et rats sur mulot. Ouais. Comment on fait pour... on met des pièges à rats partout? Eh bien, il y a eu... Donc ça, c'était une très, très grosse mission. Donc j'avais 2 collègues sur l'île qui étaient assignés à cette mission-là. C'était de connaître plein de paramètres. Qu'est-ce que les rats pouvaient manger, voilà, à quelle période ils étaient les plus actifs, les moins actifs. Donc actuellement, voilà, ils sont sur l'île. Actuellement, il y a 2 hélicos sur l'île avec des épandeurs. Donc c'est des missions qui sont déjà régulièrement faites sur des îles comme les Néo-Zélandais. Les îles australasiennes sont bien connues pour avoir été éradiquées. Donc on va essayer de faire la même chose sur Amsterdam. En fait, c'est des... mince, qu'on appelle ça des pellets, ce qu'on appelle des pellets. C'est un genre de raticide qui est épandu sur toute l'île. Et, donc, Par hélicoptère? Par hélicoptère. Ah oui. Ouais. Parce que ça reste grand. Hein. Amsterdam, c'est 5500 hectares. Donc faire tout ça à la main, c'est compliqué. Et donc, il y a des études qui ont été faites pour savoir s'il n'y avait pas de rejet en mer, ça posait pas de problème. Voilà. Donc il n'y en a pas, ça a été réglé. Et puis maintenant, voilà, ils sont en train de le faire. Alors, je ne sais pas exactement où ils en sont, s'ils ont fait ils devaient le faire plus en hiver où il y a une moins grosse densité de rongeurs. Donc voilà. Mais c'est 2024 où ça a commencé vraiment pour essayer de se débarrasser massivement des rats. Là, c'est depuis le mois dernier. Mais ça fait peut-être pas des dizaines d'années, mais ça fait de nombreuses années qu'il y a des études pour savoir si c'était faisable. Voilà. Si les rats ils passaient dans les grottes, s'ils vivaient dans les grottes, en fait, si on a découvert que finalement ils vivaient pas dans les grottes, ils y allaient juste, donc ils revenaient. Donc on sait qu'il n'y a pas besoin de dépendre dans les grottes ou voilà. Et puis les rats, ça nage longtemps, si je ne m'abuse. Pas tant. En pas mer, trop. non. Il y a qu'un seul plan d'eau qui est en altitude. Donc là, ça devrait pas poser problème. En fait, l'épandage j'ai fait en 2 fois. Une fois et puis une autre fois, une semaine après ou 2 semaines après, je sais plus, pour que s'il y a des portées, pour que tout le monde soit. Et ce qui est, en fait, c'est pellets. Le produit. Donc c'est un anticoagulant et c'est pour pas que les rats comprennent que c'est ce qui les a fait mourir. Ah oui, parce que sinon ils vont pas le manger. Et bien sinon, s'il y en a un qui le mange et qui meurt et que l'autre il voit que l'autre il l'a mangé et qu'il est mort, et bien sûr, il va pas le manger. C'est une espèce intelligente qui est difficile à berner. C'est pour ça que c'est super difficile d'éradiquer des îles, quoi. Là, on parle des rats. Est-ce qu'ils ont déjà mangé, par exemple, les fameux plants que vous avez mis tant de temps à planter? Ouais. Et oui. D'ailleurs, ça fait mal au cœur. Je me rappelle une plantation, on avait planté 400 filicas en 2 jours. Et j'y suis retourné le lendemain et il y avait déjà des plants qui étaient complètement coupés, qui étaient par terre, quoi, qui étaient coupés. Il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc c'est 3 ans de boulot qui partent. C'est ça. Et en fait, il faut trouver l'entre-deux entre des plants qui sont assez grands pour résister aux rats, mais qui ne sont pas non plus trop grands pour pouvoir reprendre en terre. Donc c'est assez juste milieu à trouver. Il y a des espèces végétales aussi qui peuvent être des espèces invasives? Et ouais. Et ça pose autant de problèmes, ou presque. Hein. Donc, sur l'île Amsterdam, il y a 106 plantes exotiques qui ne sont pas censées être là, alors qu'il y en a 38 natifs. 106, donc plus de plantes exotiques que de plantes natives. 3 fois plus. Alors, pour autant, elles ne sont pas forcément invasives. Ça peut être aussi bien des légumes que des arbres qui ont été plantés. Parce qu'il y a des arbres qui ont été plantés aussi. Et donc, dans ces plantes-là, il y a des programmes d'éradication pour celles pour qui c'est encore possible. Donc, typiquement, sur base, il y a la capucine, la mauve, la ciguë, voilà, qui sont des plantes qu'on essaye
de limiter et d'éradiquer dans le meilleur des cas. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut arracher. Et en général, toute la base s'y met une journée. On est 20 à arracher toutes les plantes. Voilà. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Il y a des suivis derrière. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de l'île Saint-Paul, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous y allez aussi de temps en temps pour faire ce travail-là? Alors, non, parce que l'île Saint-Paul, c'est une île en réserve naturelle intégrale. C'est-à-dire qu'elle est interdite à la descente. Pour autant, pour certaines missions scientifiques, il y a des dérogations. Donc, typiquement, il y a un marégraphe sur l'île. Et donc, ils doivent y descendre au moins une fois par an pour le marégraphe. C'est quoi un marégraphe? C'est pour connaître les hauteurs de marée. D'accord. Et après, il y a des comptages d'otaries qui peuvent se faire une fois par an. Voilà, il y a des missions exceptionnelles des fois. La dernière pour la botanique a eu lieu en 2018, je crois. Et donc, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'y descendre, mais j'ai eu l'occasion de passer devant avec le bateau. Et c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a, au milieu de ces espèces invasives, mais aussi des espèces natives, des espèces que vous n'avez jamais vues et qui vous ont étonné, ou des choses vraiment très spécifiques à l'île d'Amsterdam? Que je n'ai jamais vu ailleurs ou... Ailleurs, oui. Oui, bien sûr. Enfin, des choses où vous ne pensiez pas que ça existait. Typiquement le papillon. Le papillon, quand on l'a trouvé, c'était les premières photos qu'on en publiait. C'était quelque chose qu'on connaissait. C'était votre année Oui. C'était quelque chose qu'on connaissait pas trop, qu'on connaissait sur les autres îles, mais pas trop sur Amsterdam. Après, on retrouve alors bien sûr, les albatros, c'est impressionnant. On en voit tout le long du bateau déjà. C'est des oiseaux qui font 3 mètres d'envergure. C'est des planeurs. C'est assez incroyable. Bon, ça, on s'attend à les voir. Hein. C'est un peu... Quand on parle là-bas, on le sait. Vous ouvrez l'œil. C'est ça. Et après, c'est quand même... donc, on est dans des hémisphères... Enfin, on est dans des latitudes à peu près similaires en termes de climat à l'hémisphère nord. Donc, c'est des choses qu'on connaît. Voilà, il y a des comment dire, des charançons, des petits insectes comme ça qu'on connaît. Donc, voilà, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas tropical. Il n'y a pas de Espèces complètement très aberrantes qu'on connaît pas forcément. Il y a des reptiles ou pas? Et non. Aucun? Non, compliqué pour un reptile de faire 3000 km. C'était pareil pour les amphibiens. Voilà. Il y a quand même, notre année, c'était que la deuxième fois que c'était vu, c'était une libellule, ce qu'on appelle la libellule globe-trotteuse, Panthala flavescens, son petit nom. Et c'est une libellule qui est connue pour partir suivre les tempêtes et arriver sur les îles. Donc elle n'arrive pas à se reproduire parce qu'il n'y a pas de plan d'eau à basse altitude. Mais on a quand même observé une libellule une année. Qui avait bien voyagé, qui n'était pas d'ici. C'est ça. Et ça arrive qu'il y a des oiseaux aussi qui se perdent comme ça. On a trouvé une fois un pluvier, un échassier, un oiseau de bord de mer qui s'est perdu sur l'île et c'est compliqué de repartir. Dans ces cas-là, c'est un individu qui va rester sa vie entière ici, et puis, ou pas d'ailleurs. En général, il n'arrive pas à trouver la nourriture autre et on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Alors nous aussi, au Labo des Savoirs, on a des aventuriers dans les TAF, donc les terres australes et antarctiques françaises. Elliot Chaumont, médecin sur les îles Kerguelen et ancien bénévole du Labo des Savoirs, a échangé avec Juliane Lazare, qui est ingénieure écologue et ornithologue, sur le bagage, donc mettre des bagues à des poussins de pétrel à menton blanc pour mesurer le pourcentage de réussite de la reproduction de l'espèce. On l'écoute. Bonjour Elliot, merci de m'inviter dans ton émission. Haute, c'est l'île la plus incroyable du Golfe. C'est une petite île, c'est un peu mon île en fait. Et ça se trouve pas très loin de Maillès ou de Verte. En fait, c'est faux, c'est assez loin. Mais pour les gens qui connaissent pas, on va dire que c'est pas très loin. En fait, c'est à Kerguelen. C'est ça que tu voulais entendre. Exactement. Ok, et ben en fait, c'est à Kerguelen. Kerguelen, mais c'est où en fait Kerguelen? Kerguelen, ça se trouve dans l'océan Indien. Bonsoir. Bonsoir. Alors la semaine dernière, on était sur l'île de Haute, une petite île, sur l'île de Haute. Bienvenue sur l'île de Haute. Ben voilà, on était à Haute sur une île, donc dans le Golfe. Tom, notre gentil Bosco, nous a déposé dessus, en chaland. Sur Haute, on était parti en mission pour baguer tous les poussins possibles de pétrel à menton blanc, une espèce d'oiseau. C'est très simple, Jamy. Il faut déjà commencer par mettre le buroscope dans son terrier. Et oui, car ce sont des oiseaux qui vivent dans des terriers. Ah, le fameux buroscope! J'attendais la question. En effet, un buroscope est un outil qui permet de voir à l'intérieur des zones sombres. Eh bien, c'est très simple d'aller prendre un oiseau. Il faut le sortir de son terrier grâce à une trappe que nous avons préalablement installée. On enlève la trappe, on prend le poussin et ensuite on lui met une magnifique petite bague. Alors un terrier, c'est un trou dans la terre. Jusque-là, tout va bien. Et du coup, avant, on a mis des trappes. Il y a plusieurs années, ils ont installé des trappes. Une trappe, c'est juste un trou dans la terre au-dessus de la chambre du nid. La chambre du nid, ouais, c'est à peu près ça. Là où l'oiseau va nicher et faire son petit poussin. Ah, je sais pas, ça dépend des terriers. Comme les terriers sont vieux, parfois ça peut être très profond, des fois moins profond.
sais pas, ça peut être entre 30 cm et 2 mètres, on va dire. C'est pas une science exacte. Et ben on essaye d'attraper l'oiseau, le poussin en l'occurrence ici, et on le sort pour la première fois de sa vie, il va voir l'extérieur. C'est un peu rude. Et puis après on lui met une petite bague. Et après on le remet dans son terrier et on referme la trappe. Comme ça, il est heureux. Ça sert à quoi? Ça sert à essayer de mesurer le pourcentage de réussite, de succès de reproduction à l'année des populations de pétrels. On a fait d'autres étapes, on a essayé de voir les parents. Donc pour ça, on met des bagues d'Arvik. Des bagues d'Arvik, c'est pas des bagues en métal comme on met au poussin, c'est des bagues plus grandes avec des gros numéros qui permettent de lire ces bagues à distance. Et avec ça, on peut essayer de voir d'autres informations comme la longévité de l'espèce, comme essayer de voir aussi où est-ce qu'il va se reproduire, avec quel autre partenaire, etc. Il y avait un médecin avec moi. Je ne sais pas trop s'il a aimé la manip, mais on aurait dit que oui. Il y avait une autre ornitho, mais qui avait plutôt l'habitude de travailler sur des plus petits pétrels, et il y avait Benoît. Benoît, il est plutôt habitué au crâne. Donc... et au manchot. Mais du coup, il a travaillé avec nous et c'était bien. Benoît, il se qualifie d'étalon sauvage des terres australes, je sais pas quoi. C'est un peu ça son boulot. Ma prochaine manip, je vais partir faire un tour courbet. Tour courbet, c'est un grand tour, une grosse centaine de kilomètres. Et du coup, je vais aller compter des albatros sur l'heure. C'est des grands oiseaux. Mais je vais aussi aider une autre amie ornitho à poser des bagues et des GLS, des balises GLS sur des gorfous. Les GLS, c'est des petites balises qui permettent de voir plus ou moins précisément la dispersion des oiseaux en mer. Et pas que en mer, mais là en l'occurrence c'est ça l'idée. C'est une balise GPS mais qui a une précision assez faible, environ 100 km. Mais l'idée c'est surtout de voir des chemins qu'ils empruntent, plus que de voir avec précision où ils sont. Ça existe les balises Argos, mais ça coûte très cher, alors que là, une balise GLS, ça coûte pas très cher. C'est une 50aine d'euros contre 2000 à 2500 euros pour une balise Argos. Du coup, il y a le coût financier qui rentre là-dedans. Eh oui, Jamy. Je viens de France. Je viens de Franche-Comté. Vive le comté et la cancoyote. Et je me suis retrouvé ici parce que j'ai postulé, comme la plupart des gens d'entre nous. Tout le monde ne peut pas venir. Il faut quand même avoir un minimum d'études dans le domaine de l'écologie, un peu d'expérience avec les oiseaux. Et voilà. Hein. Faut pas être zinzin. Faut pas être zinzin parce qu'on fait des tests psychologiques. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de zinzin ici quand même. On a beaucoup de candidatures. C'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens dans le domaine. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de postes disponibles. Nous sommes l'élite. C'est faux. C'est quelque chose que je veux faire depuis maintenant 10 ans. Du coup, j'avais postulé une première fois il y a 10 ans, mais je n'étais encore qu'un enfant. Du coup, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai postulé une autre fois après mes études, mais c'était encore un peu tôt, il fallait encore plus d'expérience dans le domaine de l'environnement et des ornithos, enfin des oiseaux plutôt, parce que les ornithos... Du coup, voilà, après avoir gagné un peu d'expérience, j'ai repostulé. Bingo, ça a marché. C'est l'expérience d'une vie, Elliot, tu te rends compte? Venir ici, c'est incroyable. La faune est complètement dingue. Attends, je vais lire une de mes cartes postales. La faune est incroyable, je m'éclate comme un petit fou ici. Non, si c'est incroyable, Elliot. L'autre fois, j'ai mangé des pâtes, c'était vraiment bien. Les pâtes sont très bonnes à la cantine. Il commence à faire frais et la neige arrive doucement. L'hiver commence, j'ai peur. Les rencontres. Les rencontres qu'on peut faire ici, l'expérience qu'on peut avoir à communier avec d'autres personnes. Je communique pas, par contre. Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas à Kerguelen? Bah pour l'instant, on a fait que les meilleurs moments pour nous. Ornitho, la campagne d'été avec plein d'oiseaux partout, donc c'est compliqué à dire. Peut-être la solitude et la distance avec nos proches. Mais sinon, tout va bien.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Bird of the West de Mono the Finch. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Flavien Saboureau, botaniste de retour de mission en terre australe. Flavien, vous êtes revenu il y a combien de temps? Et alors qu'est-ce que ça fait de revenir après 1 an et demi sur une île isolée au milieu de tout? Eh bien, je suis revenu il y a un peu moins d'1 an et demi, justement. Ça fait pratiquement autant de temps que je suis revenu que ce que je suis resté sur l'île. Et bien, ça fait drôle de revenir. Ça peut être compliqué, ça dépend des personnes. Donc, on a un petit sas de décompression. Donc, au retour, normalement, on devait avoir 5 jours de bateau. On en a eu 10 parce qu'il a fallu qu'on remorque un bateau qui s'était échoué sur l'île. Donc, c'était assez marrant. Et donc, on est revenu sur l'île de La Réunion. Donc là, ça fait un petit sas de décompression avant de revenir à la métropole. Donc, en général, on reste une dizaine de jours. Voilà, on peut retrouver un peu ceux avec qui on a vécu pendant 1 an et demi, mais en général, on aime bien faire une petite coupure, où on se loue une petite maison ensemble pour quelques jours, et puis voilà, après, on repart. On repart pour la métropole, et du coup, on revoit la famille, qu'on n'a pas vue, et avec qui on a loupé de fêtes, de Noël, de premier de l'an. Donc, c'est assez sympa déjà de revoir tout le monde. Et puis, donc, c'est un peu l'euphorie pendant en général, quelques jours, quelques semaines, et puis vient le moment où on se pose et on commence à réfléchir à ce qu'on va faire de notre vie à la suite. Et c'est là que ça peut devenir compliqué, effectivement. Donc il y en a qui repartent direct, qui retrouvent un job et qui arrivent à relancer. Et puis moi j'avais décidé de profiter, et du coup de profiter un peu de l'argent que j'avais gagné pendant 1 an et de partir vadrouiller un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'essaye de me trouver des petits jobs à droite à gauche, mais j'avoue avoir du mal à retrouver un boulot fixe à la suite de ça. Retrouver une routine, un métro boulot de dos, c'est assez compliqué. Oui, quand on revient d'une aventure comme ça, j'imagine que tout paraît un peu aussi irréel autour de nous, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des choses, typiquement, c'est assez bête à dire, mais j'étais content de retrouver un peu ma voiture parce que c'est une forme de liberté, quoi, un peu, de retrouver des transports pour aller où on veut. C'est assez Parce que cool. sur l'île, tout se fait à pied? Et tout se fait à pied. Il n'y a pas de route sur l'île. Il y a quelques véhicules, mais c'est des tracteurs, tout ça, pour décharger les vivres ou autre, mais tout se fait à pied, ouais. Ça veut dire que quand vous devez partir en expédition à l'autre bout, vous y allez en rando avec le gros sac et la tente? Exactement. Souvent la tente, parfois des cabanes. Il y a des cabanes sur l'île, au sud, où on peut vivre plusieurs jours, plusieurs semaines même. Il y a tous les vivres, tout ça. Et oui, on part avec notre gros sac. Il n'est pas rare de partir avec 25 kilos sur le dos, les tentes, les vivres et tout. Mais en général, c'est pas des. Alors sur Kerguelen, ils peuvent partir marcher pendant plusieurs jours. Sur Amsterdam, il faut une journée pour traverser l'île à peu près. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des cabanes, parce qu'on peut pas faire l'aller-retour dans la journée. Et les gens qu'on a côtoyés pendant 1 an et demi, avec qui on a partagé le quotidien, des pesées d'otaries, des prises de sang d'oiseaux, des opérations chirurgicales, des gardes de pompiers, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait après quand on retourne chez soi? Est-ce qu'on se revoit? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ces personnes-là? Ouais, mais il y a un petit temps de latence, donc là, on se revoit pas forcément. Et là, j'avoue qu'on s'est énormément revu avec ma mission. Donc ça, c'est mission dépendant, hein. Donc c'est ce qu'on appelle des missions. Moi, je faisais partie de la 73e mission. Actuellement, ils sont à la 75e, je crois. Donc ça veut dire que ça fait 75 ans qu'il y a des gens sur l'île. Et là, ouais, voilà, typiquement, hier, j'ai encore revu des anciens. Donc ouais, on se revoit assez régulièrement, on fait des soirées. Ouais, ça crée des liens énormes, quoi. Donc ouais, on n'en ressort pas indemne, même d'un point de vue amitié, quoi. Alors, question bête, est-ce qu'il y a la parité sur les personnes qui partent en mission ou est-ce que c'est plus des mecs? Et ouais, non, c'est compliqué la parité sur ces îles. Donc ouais, c'est beaucoup de mecs. Sur ma mission, donc il y avait en hiver, donc il y avait 24 gars et 5 filles. Donc ouais, c'est assez compliqué. Alors pour autant, ils cherchent pas forcément à avoir l'égalité, ils cherchent plutôt, entre guillemets, les compétences qui arrivent lors des CV ou autres. Et du coup, voilà, c'est encore assez compliqué. Plus ça va, mieux c'est. Alors, je crois que sur Amsterdam, dans les tafs, c'est depuis, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 94 l'année depuis laquelle les femmes ont le droit de... Ah oui, parce qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de Et venir. ouais, c'était l'ancienne époque, quoi. Bon, en tout cas, si vous tapez TAF sur Internet, vous pouvez voir quand ils recherchent des services civiques ou des cuisiniers, des électriciens. Enfin, Beaucoup. ils recherchent beaucoup, donc faut pas hésiter à y aller, à voir. Et c'est une super aventure qui vous attend. Vous le conseillez à des gens de le faire ou vous Carrément. dites c'est pas pour tout le monde? Carrément. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui me disent mais je pourrais pas ou autre. En fait, une fois qu'on est sur l'île, le cerveau fait qu'on y arrive et il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que bon, une fois qu'on a des enfants ou autre, une famille, ça peut être compliqué. Mais pour autant, pratiquement tous les militaires qui étaient sur l'île avaient des enfants, une femme, et ça se passait.
Est-ce qu'il y a une connexion Internet qui permet de faire des visios? Et ouais, mais moi, quand je suis arrivé, pas forcément. Alors, on avait une pièce. Ça fait un peu un film, quoi, mais on était tous renfermés dans une pièce, on téléphonait tous à nos proches, on attendait ce que les autres disaient à leurs femmes, à leurs enfants ou autres. Il n'y avait pas vraiment d'intimité. Et puis, au cours de ma mission, il y a la Wi-Fi qui est arrivée dans les bâtiments. Et donc là, chacun dans sa chambre pouvait passer des appels ou autres. Alors après, c'est un peu les gens viennent pas ici pour... Alors, les jeunes viennent pas ici pour la plupart pour Internet. Donc, c'était un peu... ça portait à débat. Est-ce qu'on veut vraiment Internet? On est là pour déconnecter et pour être ensemble et on n'est pas là pour être sur notre portable. Donc, en général, ça s'est bien passé dans la pièce de la vie commune. La pièce de la vie commune, en général, il n'y avait pas de Wi-Fi et les gens n'étaient pas sur leur portable. Et ça, c'était bien. Alors maintenant, est-ce que vous avez des projets futurs de peut-être partir à nouveau en mission scientifique? Quelle est la suite? Eh ben, j'espère. J'espère. Là, je reviens tout juste d'un voyage en Amérique du Sud, sur les îles de Patagonie, les Malouines, les îles Robinson Crusoe. C'était un peu des rêves de gosse aussi que j'ai réussi à réaliser. Donc, ouais, l'idée, c'est de repartir découvrir ces îles et illustrer, documenter ces endroits méconnus, quoi, ces terres incognita. Mais bon, pour ça, il va falloir travailler, retrouver un peu d'argent. Et dans l'idéal, c'est de travailler sur ces îles. Mais c'est assez compliqué, ouais. J'ai récemment postulé pour une île anglaise, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Mais voilà, j'espère bien que ça pourra se réaliser un jour. Bon. C'est la fin de cette émission réalisée en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences Sciences étonnantes. Merci à Flavien Saboureau, botaniste aventurier, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Aurore pour sa chronique sur l'évolution insulaire. Merci enfin à Elliot Chaumont et Juliane Lazare pour leur pastille sonore ornithologique enregistrée en direct des îles Kerguelen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.